entre l'Iran et les États-Unis pourrait reprendre ce week-end, peut-être la semaine prochaine, à entendre les déclarations, en tout cas du président américain Donald Trump, même s'il souhaite toujours trouver un terrain d'entente et dit ne pas être pressé. Israël, pour sa part, se frustre et attend de frapper. Pour en parler avec nous, il est avocat franco-iranien, membre de la commission juridique de la LICRA et porte-parole du collectif d'avocats Wakilan. Maître Saand Saber, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va parler évidemment de ce qui se passe en Iran, mais d'abord, vous souhaitiez réagir à cet article, un article du Nouvel Obs. Vous avez été troublé, effectivement, et choqué par cet article sur l'Iran, intitulé « La fabrique d'un roi ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui vous a interpellé ? Oui, alors il y a un article qui a été publié dans le Nouvel Obs de cette semaine et qui présente Reza Pahlavi et l'opposition qu'il représente comme étant le produit, la machination d'Israël, comme si au fond les Iraniens n'étaient pas capables eux-mêmes de s'organiser pour manifester leur opposition au régime islamique et leur soutien à un candidat pour l'alternative, et en même temps au fond comme si les Israéliens et les institutions juives du monde, qui sont également visées, ne seraient pas capables d'être empathiques envers les Iraniens. Et donc, à la lecture, on a un peu l'impression qu'on retombe dans les mythes fondateurs de l'antisémitisme où, pour reprendre l'expression de Boris Cyrulnik, ce sont les Juifs qui tirent les ficelles. Et voilà, à chaque paragraphe, ou presque, on voit à chaque fois une institution juive, une personnalité juive ou Israël qui serait derrière tel manifestant, telle organisation iranienne, telle proposition qui a été faite auprès de telle organisation internationale. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un double problème. Il y a l'antisémitisme qui s'exprime, qui sonne un petit peu comme ce qu'on entendait dans les années 30. Et puis, il y a ce racisme, entre guillemets, anti-iranien, où on infantilise finalement les Iraniens. On dit qu'ils ne sont pas capables de prendre des décisions par eux-mêmes. C'est ça. Et c'est pour ça que on est plusieurs à dire maintenant que les Iraniens sont les victimes collatérales de l'antisémitisme, parce qu'ils auraient le tort d'accueillir aussi le soutien des personnes d'origine israélienne ou de confession juive, comme si finalement cet axe Tel Aviv-Téhéran qui pourrait à l'avenir se dessiner, qui est au contraire très prometteur pour l'ensemble de la région, serait à condamner dès maintenant. Ouais. Mais on voit qu'il y a aussi une certaine méfiance vis-à-vis de Reza Pahlavi dans les médias. Ça, vous le constatez aussi. Et pour quelle raison d'ailleurs ? On a l'habitude en France d'être très très hostile à la famille Pahlavi. Le Nouvel Obs, de toute façon, à l'époque de la Révolution, soutenait déjà l'ayatollah Khomeini, une partie de la presse française également. C'est à regretter. Nous aimerions davantage qu'il soit rencontré, qu'il soit, je dirais, que son histoire et que son engagement politique, qui sont très anciens, puissent être étudiés. Évidemment, je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes, parce qu'il représente une dynastie qui a voulu moderniser très rapidement l'Iran, qui peut-être s'est un peu éloignée de certaines composantes de la société iranienne. Donc, parce qu'aucun homme politique n'est parfait, évidemment, mais je pense que tous les fantasmes qu'il y a, et encore plus depuis avril 2023, où il s'est rendu en Israël, où il est la première haute personnalité politique iranienne à être allé en Israël, il y a comme un fantasme de conspiration, de machination israélienne qui serait entretenue. D'ailleurs, c'est international parce que c'est intéressant parce que cette semaine, il y a un certain Tucker Carlson, vous connaissez, cet antisémite américain qui a violemment attaqué Israël, a déclaré que c'était Israël qui avait provoqué la guerre avec l'Iran. On voit que cette accusation vraiment est mondiale et diffuse partout dans le monde. Ça vous inquiète ? En fait, ce qui est inquiétant, c'est que ce qui ressort des propos de ces personnes, c'est que ce serait une forme de haine qui serait à l'origine d'une guerre, et pas des enjeux stratégiques, pas des enjeux politiques, pas des questions sécuritaires que tout État pourrait avoir et par lesquelles la guerre pourrait être à un moment donné une réponse ou une solution de court terme. Je considère en tout cas que pour ce qui concerne l'Iran, c'est de court terme, parce que de toute façon, c'est la population à la fin qu'il faudra mettre dans l'équation si on veut se débarrasser du régime, quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, l'incertitude plane toujours, ça hante sur l'éventualité de frappe contre l'Iran. Alors, est-ce que c'est une stratégie du président américain ? Parce que un jour, il dit quelque chose, le lendemain, il dit autre chose. C'est un peu compliqué de suivre. Est-ce que vous espérez, vous, toujours ces frappes ? Est-ce que vous pensez qu'elles pourraient venir là ce week-end, par exemple ? Écoutez, c'est toujours très difficile, vous savez, quand on aime son pays, de vouloir qu'il y ait des frappes contre lui. Mais je pense que, encore une fois, on a vu que les négociations n'avaient jamais fonctionné, que la diplomatie n'avait jamais fonctionné, et aujourd'hui, la guerre arrive aussi à ses limites. Donc, si on n'intègre pas la population dans l'équation, si on n'intègre pas la population dans le cadre d'une solution politique alternative, à mon avis, une nouvelle opération militaire conduirait à un échec. Alors,
beaucoup disent qu'il faut attaquer l'appareil répressif du régime. Évidemment, il faut attaquer l'appareil répressif du régime si on veut attaquer quelque chose, et non pas les infrastructures civiles. Mais si on considère que la population doit être encore mise à l'écart, on n'arrivera pas à une solution. Ce qu'on a vu à chaque fois, c'est qu'à chaque fois que la population s'est soulevée, on l'a vu dès 2019, c'est là où le régime a sorti les armes lourdes contre la population, parce que ce qui fait vraiment, vraiment peur au régime, c'est le soulèvement de la population, c'est le soulèvement de sa base populaire qui a commencé en 2019. Ouais. Et donc, c'est de se retrouver face aussi à un appareil répressif affecté par ces manifestations. Et d'ailleurs, on l'a vu ces dernières semaines, au moment de la guerre, le régime a fait venir en Iran des membres du Hashd Sha'abi irakien, des forces pakistanaises, afghanes, que d'ailleurs les forces américaines et israéliennes ont pris pour cible, parce qu'en fait, le régime a peur aussi de ses propres forces aujourd'hui et de leur capacité à se retourner contre lui. Et alors aujourd'hui, où en sont les Iraniens finalement? Est-ce que les manifestations continuent? J'imagine que oui, la répression aussi, les pendaisons également qui se poursuivent. Alors, les manifestations sont très compliquées, hein, tous les soirs. Je dirais que c'est un peu nuit debout en Iran, mais de la part des partisans du régime qui occupent l'espace, qui occupent le terrain. L'internet est bloqué, donc ça empêche évidemment les Iraniens à l'étranger de se tenir informés, la presse internationale de se tenir informée, mais surtout aux Iraniens à l'intérieur de coordonner leurs actions. Et puis pendant ce temps, comme vous le dites, il y a tous les jours des exécutions. Précis, Alors on parle de plus de 200 exécutions depuis le début du mois de janvier 2016, aussi bien des exécutions, disons, de droit commun que des exécutions de nature politique. On sait maintenant que les chiffres de 2025 estiment le nombre d'exécutions à 2159 personnes, ce qui fait de l'Iran le pays qui condamne le plus à mort, qui exécute le plus, devant la Chine, largement devant la Chine, à proportion de la population. Donc c'est un vrai sujet de préoccupation. On a vu donc une hausse très, très importante du nombre d'exécutions. Le chef de la police de Téhéran a annoncé avant-hier qu'il y avait eu 6500 arrestations au moment des manifestations. Quand lui dit 6500, je pense qu'il faut au moins multiplier par 3. Ah oui. Oui, facile, à chaque fois c'est comme ça. Donc on est dans une situation en tout cas de répression qui se poursuit. Et tant que ces négociations durent, tant qu'on parle du détroit d'Ormuz, tant qu'on parle du nucléaire, tant que, je dirais, Donald Trump est un peu enlisé là-dedans, la répression sur la population continue. Ça leur fait gagner du temps. Ça leur fait gagner du temps et ça leur permet aussi, je dirais, de se réorganiser un petit peu en interne, de poursuivre la répression pour éventuellement se préparer à de nouvelles échéances. Alors récemment, Donald Trump disait qu'il ne savait pas, en tout cas avec qui il négociait actuellement. Des responsables américains parlaient aussi il y a quelques jours d'une destruction à 90% de leur cible. C'est Brad Cooper du CENTCOM qui le disait. Quelle est la situation actuelle du régime? Est-ce qu'on a une idée de qui gouverne, qui prend des décisions, dans quel état se trouve finalement l'appareil iranien? C'est toute la force au fond du régime, c'est qu'il a su développer un système polycentrique avec une bureaucratie très très lourde qui fait qu'à tous les étages, chacun est capable de prendre des décisions. Et comme vous avez finalement 47 ans de régime, 47 ans d'idéologie, 47 ans de propagande, les esprits des décisionnaires du régime sont assez bien formés pour savoir quelles décisions prendre sans que cela porte atteinte au régime. Donc comment l'organisation... Alors, l'organisation semble se présenter autour de Ahmad Vahidi, qui est le chef des gardiens de la Révolution. Mojtaba Khomeini est une figure religieuse qu'on n'a ni vue ni entendue. Ouais, qui serait blessé. Qui serait blessé, qui serait en tout cas qui ne serait pas opérationnel, mais qui est présent peut-être pour donner l'impression qu'il y a toujours une dimension religieuse. On ne sait pas trop. Sur la question des négociations, on ne sait pas trop vraiment qui gouverne. Voilà. Mais c'est quand même un signal envoyé, c'est-à-dire que l'Iran quand même a été vraiment affecté. L'Iran a été affecté, mais je pense que le régime sait exploiter ça en disant vous nous parlez, mais vous ne savez pas à qui vous parlez et vous ne savez pas qui est décisionnaire à la fin. Donc de toute façon, la tambouille interne, c'est nous qui allons la gérer et vous êtes obligés de faire montre de patience. Le New York Times a révélé également que les États-Unis et Israël, alors ça c'est assez incroyable, auraient envisagé d'installer Ahmadinejad au pouvoir, qui est un dur pourtant du régime. Qu'est-ce que vous en pensez ? Évidemment, la réaction immédiate qu'on a, c'est l'étonnement, parce qu'Ahmadinejad était connu notamment pour ses saillies antisémites à la tribune très négationniste. Mais vous savez, il y a une chose que les Iraniens avaient constatée déjà à l'époque, et les opposants iraniens avaient constaté, c'est que lors de son deuxième mandat, Ahmadinejad avait semé une panique pas possible à l'intérieur du régime, puisqu'il était entré en confrontation directe avec le guide suprême. Donc c'était un radical, mais capable de bouleverser l'organisation du régime. Donc peut-être que
ça a été la réflexion des Israéliens et des Américains, je n'en sais rien. Mais Ahmadinejad a été à un moment donné un dur parmi les durs, mais qui faisait fausse note par rapport au reste du régime. Okay. Donc peut-être est-ce que c'était la volonté d'entraîner l'intérieur du régime dans des règlements de compte violents, auquel cas Ahmadinejad aurait pu être le bon candidat. Alors aujourd'hui, on s'interroge évidemment, Samant, sur les solutions. Une opération terrestre en Iran est jugée militairement inenvisageable, ça causerait vraiment beaucoup de pertes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des retours justement des Iraniens? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce qu'ils attendent exactement? Qu'est-ce qu'ils espèrent? Qu'est-ce qu'ils souhaitent? La première chose, c'est de rétablir Internet. C'est fondamental parce que la guerre, c'est aussi la guerre de l'information. Et sans Internet, les Iraniens ne peuvent rien faire et ne peuvent surtout pas retrouver l'espoir de se mobiliser. Parce qu'au fond d'eux, de toute façon, ce régime est condamné. Mais voilà, l'Internet, c'est la première demande qui est la leur. Le premier appel qui est le leur. Le deuxième, c'est de cesser les négociations avec le régime parce que chaque étape de négociation est une façon de recrédibiliser le régime et de remettre le régime au centre de tout dans le pays. Donc c'est de négocier directement ou de discuter avec les forces d'opposition. Elles sont multiples. On a évoqué Reza Pahlavi, mais c'est le principal, mais c'est pas le seul. Il y en a à l'intérieur. Il y a beaucoup de représentants de la société civile aussi. C'est fondamental de faire les choses comme ça parce que c'est comme ça qu'on peut faire contrepoids au régime. C'est évidemment de développer la question des droits de l'homme et de la mettre au centre des discussions, si discussion il doit y avoir, parce que c'est cette façon-là aussi avec cette façon qu'on peut avoir de fragiliser le régime. Mais quoi qu'il arrive, c'est de ne pas faire en sorte que le régime puisse être une solution d'avenir parce que de toute façon, le pays restera dans une situation de fragilité et d'instabilité avec ce régime. Il y a un point de non-retour qui a été franchi avec les massacres de plus de 40 000 personnes au mois de janvier. On ne peut pas espérer aujourd'hui de la population qu'elle revienne en arrière. Alors un dernier mot peut-être, vous entendez régulièrement sur certaines chaînes d'information, LCI notamment, des éditorialistes prendre la défense parfois du régime. On ne sait pas si c'est vraiment à contre-cœur, mais en tout cas pour dénoncer les opérations américaines, israéliennes, etc. Vous, est-ce que vous avez un message à adresser aux journalistes peut-être qui nous écoutent, quelque chose à leur dire? Oui, comme beaucoup d'Iraniens, j'ai envie de leur dire qu'on peut avoir de l'aversion pour Donald Trump, on peut considérer que les buts de Benjamin Netanyahou ne sont pas légitimes, mais pour autant, il ne faut pas légitimer le régime, il ne faut pas en prendre la défense même à contre-cœur et traiter avec lui comme si c'était un régime normal, comme si c'était comme si finalement ce régime était, confondable avec le pays. Il y a le pays, il y a le peuple, et il faut distinguer le régime. Donc qu'on critique la politique israélo-américaine, c'est le droit le plus absolu en toute démocratie. Peut-être qu'on propose une solution aussi pour la population iranienne. Eh bien, merci beaucoup, Samant Saber. Merci d'avoir été avec nous, avocat franco-iranien, membre de la commission juridique de la LICRA et porte-parole du collectif d'avocats Wakilan. Merci infiniment. Merci à vous. Et je vous dis à très bientôt. À bientôt. Radio J. Le 6-9, Ilana Ferradian.